s'il y a un bon ou un mauvais coup d'État. Est-ce que c'est parce que le coup d'État a été perpétré par des militaires qu'ils sont mauvais, mais lorsqu'ils sont inspirés par les civils, ils deviennent bons? On parle généralement de mouvements populaires. Vous parlez d'organisation d'insurrection. Quand est-ce que c'est l'Italie? Comment est-ce qu'on l'apprécie? Lorsque l'insurrection débouche à un renversement de pouvoir, un renversement de régime, est-ce que cela peut être considéré comme un coup d'État ou bien c'est tout simplement un mouvement populaire qui est légitime, qui serait légitime, qu'on pourrait justifier? Mais là n'est pas la question. La véritable préoccupation, et c'est d'ailleurs sur ça que je vais peut-être m'appesantir, c'est de dire quel est le rôle, ou quel rôle jouent nos institutions dans la gestion de ces questions-là, de façon globale, du constitutionnalisme et de l'état de droit, et plus spécifiquement des changements anticonstitutionnels en gouvernement. Je veux citer l'Union africaine. Je veux citer la communauté économique des États d'Afrique centrale pour le cas de la région, ou d'autres communautés économiques et régionales, dont la République démocratique du Congo est membre. 4 aujourd'hui, je pense, si ma mémoire est bonne. C'est pour ça que je voudrais, en ce qui concerne l'Union africaine, vous donner une idée globale de l'architecture de l'Union africaine, mais plus spécifiquement des institutions en charge de la gestion de cette question des changements anticonstitutionnels du gouvernement. Parce que lorsque vous avez une meilleure perception de ces institutions et de leur fonctionnement, cela vous permet de mieux comprendre la dynamique. Cela vous permet de mieux orienter vos actions selon que vous êtes. Vous appartenez à un corps constitué, à la société civile ou à toute autre organisation ou institution. Et la mauvaise compréhension justement du fonctionnement de ces institutions serait un handicap dans la perception du rôle réel qui est celui de notre organisation continentale. Alors, pour parler du cadre de cette architecture, je voudrais parler très rapidement du cadre normatif, mais également institutionnel de l'organisation, en commençant par, disons, le cadre institutionnel. L'Union africaine est constituée de ce qu'on appelle les organes de décision. Les organes de décision, mais avant d'arriver là, peut-être je dois préciser que l'Union africaine, vous le savez, est une organisation intergouvernementale. Et de ce fait, c'est l'union des États. L'Union africaine n'a pas le même mode de fonctionnement que l'Union européenne. Parce qu'il y a des instances qui décident. Et il faut savoir. Le premier organe ou la première instance de décision de l'Union africaine, c'est la conférence des chefs d'État. La conférence des chefs d'État qui se réunit en session ordinaire une fois par an, avant c'était 2 fois, maintenant c'est 1 fois, mais qui peut se réunir également en session extraordinaire pour prendre des décisions sur des questions qui lui sont soumises. Après la conférence des chefs d'État et de gouvernement, vous avez la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha. Vous avez le comité, le conseil consultatif de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption, qui est également basé à Arusha. Vous avez le comité pour les droits et le bien-être de l'enfant, qui est basé au Lesotho. Vous avez le Parlement panafricain,
qui est basé à Midrand en Afrique du Sud, vous avez différents organes de l'Union africaine qui fonctionnent de façon plus ou moins autonome, mais qui rendent compte aux organes de décision chaque année, à travers des rapports. Et vous avez la Commission de l'Union africaine, qui également est un organe. Alors, ne confondez pas le rôle du président de la Commission de l'Union africaine à celui du président de l'Union. Le président de l'Union, comme l'a été le président Tshisekedi l'année dernière, est celui qui a un regard sur tout le fonctionnement de l'Union, donc de tous les organes. Et c'est lui qui parle au nom de l'Union. C'est lui qui parle au nom des chefs d'État, au nom de la conférence dont il est le président. Le président de la Commission de l'Union africaine est le chef de la commission de paix et de sécurité, afin que vous puissiez mieux vous l'approprier. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est du constitutionnel. Nous avons aussi fini avec les trois intervenants. Nous allons avoir dépassé. Le doyen, je ne suis pas un contradicteur. Je voudrais simplement dire ceci. Trois remarques. Lorsque Raymond Dimon a écrit l'Afrique noire est mal partie, il nous démontrait qu'à partir de nos indépendances, nous reprenions les modèles européens, les mimétismes, alors que nous n'avions pas la philosophie de ces modèles-là, ce qui fait que les dévoiements continuent. Raymond Dimon démontre qu'à partir de la conférence de Berlin, du saucissonnement de l'Afrique, tout était fait pour que rien ne marche en Afrique, surtout que c'était la réserve de matières premières, et c'est de là que vient la malédiction des matières premières. Et donc nous devions en tenir compte. Aujourd'hui, nous constitutionnalistes, africains bien sûr, nous continuons à faire la lecture pénaliste des infractions. On s'est dit, voilà, les coups d'État sont interdits, puisqu'il y a eu coup d'État de telle part, ils ont mal fait. Est-ce que nous avons résolu le problème? C'est ça que je dis, la lecture pénaliste. La lecture pénaliste des infractions ne se préoccupe pas des mobiles. Quels mobiles? Les mobiles sont différents au droit pénal. Alors qu'ici, comme l'a démontré le professeur Francisco, nous sommes en matière de pouvoir. Et le pouvoir, il y a plusieurs influences. Il y a la théorie des jeux, des enjeux. Mais il faut pouvoir en tenir compte, autrement on ne va pas faire de. Et nous poser la question pourquoi. Et si nous nous posons cette question, le pourquoi, le juriste ne se pose pas la question du pourquoi, parce que le pourquoi est philosophique. Mais nous devons dépasser, puisqu'il y a aujourd'hui interdisciplinarité et pluridisciplinarité, nous devons nous poser la question du pourquoi. Autrement, nous ne trouverons pas de solution. Pourquoi tous ces coups d'État? Il y a d'abord les causes internes et les causes externes. Les causes internes, nos propres constitutions sont conflictogènes, amènent à des conflits. Nous avons mis en place, après les conférences nationales, et d'ailleurs, si vous me le permettez, monsieur le doyen, en me donnant une minute, quand nous sommes devenus indépendants, tous les pays africains, c'était les imitations. On a parlé du mimétisme, les militaires ont dit les civils, nous en avons marre, ils ont pris le pouvoir. Les militaires, mais n'ont rien produit, à part considérer que tous nous étions dans un camp d'entraînement, ils n'ont rien produit. Et nous sommes allés dans des conférences nationales, nous avons fait la relecture de notre histoire. Mais là, les constitutionnalistes ont cru qu'en faisant des meilleures architectures, on aurait résolu le problème. Les meilleures architectures que nous avons mises en place, les meilleures architectures constitutionnelles, n'ont résolu aucun problème. Et c'est la raison pour laquelle les coups d'État perdus jusqu'à ce jour. Je vais aller rapidement, mais si vous m'aviez donné le temps, j'aurais pu les développer. Je dis, les contenus sur le plan interne, il y a d'abord les contenus de la Constitution qui sont conflictogènes. Comme nous ne tenons pas compte de nos propres réalités, des réalités africaines, nous ne produisons pas nos propres constitutions, même si après les conférences nationales, nous avons produit des constitutions, bon, entre guillemets, africaines, mais il y a ce qui est fondamental. Comment faire en sorte
que les anciens royaumes qu'on a réunis ensemble par la colonisation puissent vivre, puissent survivre. Parce que nous croyons beaucoup à la souveraineté, nous croyons beaucoup à l'unité. Est-ce que cette unité nous l'avons créée? Et c'est ainsi que nous disons, il faut tenir compte dans nos constitutions des langues africaines, ce qui ferait notre propre spécificité, ce qui nous réunirait. Par les nationaux, les Congolais ou les Gabonais ou les Togolais, c'est eux-mêmes qui doivent réfléchir sur ce qu'ils appellent la Constitution. Constitutionnalisme vanté par le professeur Mbata, professeur, monsieur le doyen, je vous rappelle que le président Mbata a été le rapporteur de ma thèse. Il connaît ce que j'ai écrit et sur quoi j'insiste jusqu'aujourd'hui. Donc j'ai dit, lorsque un peuple est sous le constitutionnalisme, ça signifie une idée que chacun doit défendre la Constitution. Donc, la systémique de constitution doit être acceptée par toute la population du pays concerné. Donc, mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas de constitution écrite par nous. Nous avons des constitutions que nous avons adoptées, faites par des personnes qui nous imposent leur philosophie de vie. C'est ça la réalité de l'Afrique. Donc le Congo, par exemple, aujourd'hui, on nous dit le Congo, le président actuel, on nous dit il a un mandat. Quel est le mandat qu'il a eu? Il a eu quand? Il a eu les mains de qui? Parce qu'en réalité, il était avec toute la confusion de tout ce qui était au pouvoir. Il était avec. Ce qui signifie, j'ai pas beaucoup de minutes, ce qui signifie qu'il a pris le mandat avec toute la conglomération. Maintenant, il va faire des élections qui vont lui donner un nouveau mandat. Et ça sera un deuxième mandat ou un premier mandat. Parce que tel qu'il est au pouvoir, il n'a pas reçu le pouvoir du peuple, par le peuple, pour qu'il puisse gouverner. Gérer un État. Donc le Congo, monsieur le doyen, je donne le... Vous qui vous lancez à la recherche, comme disait Cheikh Anta Diop, armez-vous des sciences jusqu'au temps et allez arracher la vérité là où elle est. Et c'est ça le milieu par lequel vous serez armés des sciences jusqu'au temps. Armez-vous des sciences. Oui, c'est très important. Mais au regard du thème, les changements anticonstitutionnels, je voudrais renchérir la réflexion du professeur Mbata en me demandant moi aussi à mon tour si l'Afrique a été prête au constitutionnalisme. Je me pose encore la même question, même si lorsque Abdoulaye Wade a traité des Congolais, nous Congolais, les Zaïrois je crois à l'époque, d'absence de culture politique, nous avions traité, considéré cela comme une insulte. Mais la réalité est celle-là que le collègue Meled vient de dire. Est-ce que nous avons une culture politique? Oui, lorsque le professeur André Mbata parle du monde ou de l'empire colonial britannique, mais il n'a pas tort. C'est l'Afrique la plus stable peut-être. Mais aussi, ils n'en ont plus pas tort lorsque Évariste considère que l'empire colonial français est aujourd'hui instable. Il y a donc de causes. Il faudra les trouver. La mainmise, la place, le rôle, l'importance des colonisateurs sur l'Afrique. Mais le professeur André Mbata, il dit... C'est pour brasser toutes ces différentes mentalités. C'est ce que je voulais dire. Mais hélas. Avec les tendances actuelles observées dans l'Afrique de l'Ouest, vous ne penserez pas que le retrait du mécanisme des urnes serait un bon mécanisme pour ainsi stabiliser la paix en Afrique. La deuxième question est adressée au... Merci. Une question par intervenant.
10 États. Le Congo a 10 États, par la moyenne de 10 ethnies. De la constitution de la RDC. Ils disent que la RDC n'a point de constitution et qu'on a tous, notre constitution est une constitution étrangère et une copie conforme même de la constitution française. Alors moi je me dis, d'autant plus qu'il y a des initiés dans la salle, parce que je me souviens, un jour le prof Jean-Louis Sambo a dit, pour qu'une personne puisse interpréter la constitution, il doit être initié. Pour qu'une personne puisse se prévaloir en disant que cette constitution ou encore tel texte ou tel article pose des ambiguïtés, il doit être initié. Ce n'est pas n'importe qui doit interpréter la constitution. Alors si ces initiés ils sont même dans la salle, moi je leur pose la question en disant que s'ils pensent que la constitution est étrangère et que jusque-là, depuis notre indépendance, on n'a point eu de constitution, qu'est-ce qui manque au fait pour que nous puissions enfin avoir cette constitution? Et si cette constitution pose des ambiguïtés, et donc vous êtes des initiés, enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Ou encore, quel a été votre apport depuis tous ces temps? Ou soit vous n'êtes pas des initiés, ou soit vous êtes des initiés. Même s'il était professeur de droit constitutionnel, je ne lui répondrai pas s'il n'a pas la même information de la Constitution avec moi. Je ne répondrai pas. Ce n'est pas tout le monde qui va interpréter la Constitution. Soyez-en fiers d'avoir élaboré votre propre Constitution. Si aujourd'hui, on peut se rendre compte que la Constitution est en déphasage avec certaines réalités et qu'il faut la réviser, on va la réviser. Mais ne vous faites pas berner pour dire que la Constitution a été élaborée ailleurs. Voilà. C'est une question de taille et la vérité, elle est historique. Doyen Bénédicte de la parole. Cela ne sera pas donné à d'autres facultés de droit de ce pays. Comparer les titres premiers, comparer les titres deuxièmes, jusqu'aux dispositions finales, et arriver, dites-moi si c'est la petite sœur. Non, ça, ce n'est pas mon avis. Alors, je réponds en même temps à l'étudiante. Parce que je ne partage pas ce point de vue-là, je ne veux pas vous répondre. C'est notre constitution. Évidemment, la disposition, vous allez trouver dans toutes les constitutions au monde, la constitution ne se limite pas au chapitre sur l'organisation et l'exercice du pouvoir. Parce que c'est semi-présidentiel, non. La constitution, c'est aussi les dispositions fondamentales. La constitution, c'est aussi le titre sur les droits humains. Et constatez très bien que même le Bill of Rights, le chapitre sur les droits humains, il vient même avant le chapitre sur l'organisation et l'exercice du pouvoir. C'est pour marquer son importance. Parce que très souvent, quand on discute de la constitution, des constitutions en Afrique, ce n'est pas un reproche que je fais ici, je l'ai fait aussi. Il demeure que la question de souveraineté reste un fait essentiel, comme nous le disons tous les jours. Et ce qui réduit également la capacité qui sont des institutions internes et de façon, mais d'une façon ou d'une autre, vous voulez avoir une ingérence, n'est-ce pas, du continent. Mais je vais vous dire une chose, quelle que soit la position que nos institutions peuvent prendre, mais lorsqu'il vient d'appliquer, je donne un exemple. Si aujourd'hui l'Union africaine décide d'appliquer des sanctions, de ces sanctions, quels sont les moyens constitutifs? Et les défis sont très grands. Et qu'il nous faut... Je parle de l'idée peut être épuisée. Les réflexions ont été faites. Les idées ont été avancées. Il appartient aux uns aux autres de les approfondir. Donc vous êtes rendu compte que aussi bien les intervenants principaux que les intervenants, si je peux les considérer ici, les secondaires, chacun est venu donner un point de vue sur une question. Et à travers cette journée, je crois que les chercheurs en fin d'études en droit... Au droit constitutionnel, ce qui reste à faire, c'est de maîtriser le pouvoir, de canaliser le pouvoir, du moins de canaliser la violence du pouvoir. Et c'est la Constitution qui nous permet justement de canaliser cette violence du pouvoir. La deuxième idée, c'est de connaître la Constitution. Si nous connaissons la Constitution, si nous connaissons les enjeux de la Constitution, sachant que la Constitution elle-même est peut-être remplie de contradictions,
alors nous pouvons mieux maîtriser le pouvoir, mieux maîtriser la violence. Et la troisième idée, c'est de vous dire que les changements anticonstitutionnels qui s'opèrent en Afrique de l'Ouest ne peut pas être expliqué par une seule raison. Il y a des raisons multiples. Il faut déchiffrer, décrypter ces raisons multiples et trouver des solutions, soit à l'intérieur des États ou à l'extérieur, par les communautés sous-régionales ou par l'Union africaine. Mais il ne faut pas non plus oublier les enjeux externes qui ont forcément des influences sur la dynamique des pouvoirs internes. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Identité complète, s'il vous plaît. Identité complète. Non, je voulais dire. Ça, c'est moi. Monsieur le doyen. Moi, je fais pas. Mon vieux, j'ai fini. Non, le doyen de la faculté est très content que cette journée se soit tenue à l'Université de Kinshasa. J'ai profité de la présence de nos collègues qui ne sont pas congolais, de leur présence à Kinshasa ici pour rendre cette journée. Et je suis satisfait que ce soit passé dans ces très bonnes conditions. Ça prouve que la faculté de droit vit et vibre scientifiquement. Ça suppose que l'intellectuel congolais est au point. Est-ce qu'il y a des raisons sur les choix d'abord du thème de cette année? D'abord, c'est un thème d'actualité au niveau africain et j'ai pensé qu'il fallait faire parler les intellectuels par rapport à ce thème. Voilà. Et c'est une initiative pour les étudiants et vous promettez que déjà le mois prochain, il y aura encore une autre... Ah oui, il y a au mois prochain une autre journée qui va être organisée dans le même cadre. Allez, on y va. Allez.